Le point suivant concerne le débat d'orientation budgétaire, ou plutôt le rapport d'orientation budgétaire, qui, comme vous le savez, doit porter sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels d'investissement et la structure et la gestion de la dette. Alors, un certain nombre de précisions par rapport aux documents que nous avons eu à examiner en 2017, en 2018, et nous sommes en 2019, pour quelques semaines encore. Quelques précisions donc sur ces documents et sur la singularité de celui-ci. D'abord, c'est la première fois que nous avons ce débat en fin d'année civile, puisque jusqu'à présent, nous attendions, comme le font beaucoup de communes, nous attendions d'avoir des précisions sur le niveau des dotations pour avoir ce débat et voter le budget primitif. Première précision. Deuxièmement, donc c'est la première fois. Et bien sûr, c'est lié au transfert prévu par la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République de la compétence eau et assainissement, qui nous amène à créer des budgets eau et assainissement pour l'exercice budgétaire 2020, budgets qui ne peuvent et dont la création ne peut être décidée que lors du vote du budget 2019. Deuxièmement, deuxième singularité, ce budget est construit avec, pour ce qui concerne les taxes ménages, les effets de la disparition progressive de la taxe d'habitation à horizon 2023 pour l'ensemble des contribuables et à horizon relativement rapide pour une part significative d'entre eux, puisque vous le savez, dans notre département, et il y a des chances que ce soit encore plus prononcé dans la communauté d'agglomération, une très grande majorité des contribuables vont se trouver exonérés assez vite de cette taxe d'habitation compte tenu de leur niveau de revenus. La disposition qui est aujourd'hui prévue, sans que les détails complets de cette substitution soient complètement connus, pour ce qui concerne les communautés de communes et communautés d'agglomération, est différente de ce qui regarde les communes. Pour les communes, vous le savez, chers collègues, c'est la part de la taxe foncière sur le bâti qui était perçue précédemment par les départements sur le ban communal qui sera désormais perçue par la commune, avec compensation en cas de différence en défaveur de la commune et écrêtement en cas de différence en faveur de la commune. Pour ce qui est des communautés d'agglomération et communautés de communes, pour qui souvent la taxe d'habitation était une recette fiscale moins significative que pour les communes, car une grande partie des recettes fiscales des agglomérations et des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique, c'est bien sûr la cotisation foncière des entreprises qui la leur apporte. Eh bien, pour ces communautés d'agglomération ou communautés de communes, l'ancienne partie qu'ils percevaient jusqu'à présent de la taxe d'habitation, c'est-à-dire chez nous un peu plus de 2%, je crois, sera remplacée par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, donc qui a l'avantage d'être un impôt dynamique, mais sur lequel nous n'aurons pas de pouvoir de taux, contrairement à ce qui est transféré pour les communes. Donc les communautés de communes ou d'agglomération auront donc moins d'autonomie fiscale au vu de cette décision que les communes dans les dispositions qui sont prévues. Pour autant, elles héritent d'une recette dynamique. Vous vous en souvenez, c'était l'un des critères que nous avions déterminés ensemble pour juger des effets de cette réforme sur les finances des collectivités. Mais il y a un certain nombre de dispositifs et de précisions qui restent évidemment à apporter. Et puis, ce budget sera proposé, sera construit donc, et voté, je l'espère, dans quelques semaines, avec intégration dans les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement au titre des transferts qui sont prévus par la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Je précise aussi que dans le document qui vous a été transmis, notamment sur les éléments qui concernent la structure de la dette, c'est bien les chiffres sur la dette actuelle de la communauté d'agglomération qui vous ont été transmis, qui ne réintègrent pas l'effet des budgets, de l'intégration des budgets annexes et d'une partie significative de cette dette au moment de la prise de compétences, car il nous manque encore un certain nombre de données financières sur la structure de certaines dettes et la manière dont elles sont transférées
nous serons peut-être en mesure d'en dire un peu plus lors du vote du budget dans quelques semaines. Pour le reste, ce rapport d'orientation budgétaire est construit en tenant compte des principes du pacte financier et fiscal que nous avons voté à l'unanimité en 2017, à savoir d'une part la stabilité fiscale pour les impôts ménages du bloc communal. Vous vous souvenez qu'à l'époque, nous avions pour les communes pour lesquelles la part sur les taxes ménages de l'agglomération augmentait par rapport à ce que percevaient les anciennes communautés de communes, nous avons donné les moyens aux communes de baisser leur part reçue sur ces taxes ménages. Et pour celles qui, au contraire, avaient un niveau supérieur, nous avons écrété. Donc cette stabilité fiscale sur la partie des taxes ménages sera de nouveau à l'œuvre sur le budget que nous vous proposons de voter dans quelques jours. De même, sur l'autre fiscalité qui nourrit l'agglomération et qui proportionnellement est la plus significative, c'est-à-dire l'harmonisation de la cotisation foncière des entreprises et du versement transport, nous restons bien sûr sur le principe d'un lissage à horizon de 12 ans sur la cotisation foncière des entreprises, qui est la durée maximale vers un taux cible qui a été calculé à l'époque, et pour ce qui est du versement transport, sur une durée de 6 ans de lissage, sachant que nous avons commencé à lisser et à mettre en œuvre ce versement transport avec une année de décalage. Je vous rappelle qu'il est dû par l'ensemble des employeurs de plus de 11 salariés, entreprises, mais aussi employeurs publics. Nous travaillons aussi sur la base d'un plan prévisionnel d'investissement qui nous a conduit, là aussi, à l'unanimité à adopter, vous vous en souvenez, des autorisations de programme sur certaines des opérations les plus lourdes qui sont envisagées, qui seront présentées dans le budget 2020, à savoir notamment la boussole ou la rénovation de la friche du Souche à Anould, pour mentionner des opérations très significatives en termes de montants financiers. Dans ce pacte financier et fiscal était également prévu le respect d'un ratio financier plafond pour l'endettement, avec une capacité de désendettement à 9 ans. Nous y sommes évidemment très largement, puisque le niveau de la dette de la communauté d'agglomération se stabilise aujourd'hui à hauteur de 13 millions, en intégrant l'emprunt de 4 millions dont il a déjà été question ici. Et puis, l'un des objectifs qui était assigné aussi par le pacte financier et fiscal que nous avions adopté à l'unanimité, c'était l'optimisation du coefficient d'intégration fiscale, qui était mentionné nommément dans ce document, et pour laquelle, évidemment, dans ce budget, nous avons prévu le transfert de trois compétences importantes. La partie du loyer qui était versée par la ville de Saint-Dié-des-Vosges au titre du partenariat public-privé pour la construction d'un complexe aqualudique, contre engagement, et il faudra à ce titre d'ailleurs en reparler, et modification du pacte financier et fiscal, de pouvoir revoir chaque année le montant du loyer exigé à la communauté d'agglomération pour déduire des attributions de compensation de la ville de Saint-Dié cette augmentation le cas échéant. Et nous savons qu'il devrait y avoir une augmentation d'à peu près 300 000 euros jusqu'au terme du partenariat public-privé. Deuxième transfert, la contribution, enfin plutôt la subvention votée jusque-là par la ville de Saint-Dié-des-Vosges en faveur de l'école de dessin dont une majorité des membres habitent à l'extérieur de la ville à hauteur de 147 000 euros, je crois, plus il doit y avoir la mise à disposition d'un agent. Et puis, troisièmement, la contribution, alors je ne sais pas si je vais utiliser le bon terme encore, la contribution volontaire pour les services départementaux d'incendie et de secours, versée par l'ensemble des communes de la communauté d'agglomération, avec ce point à éclaircir concernant, je crois, les communes de Meurthe et Moselle. Je ne sais pas si ça a été éclairci, les 3 communes concernées, donc pour lesquelles la communauté d'agglomération va se substituer aux communes et diminuer d'autant l'attribution de compensation des collectivités concernées. Et ça correspond à notre volonté d'optimiser là aussi le coefficient d'intégration fiscale. Je vous rappelle qu'ont été évoqués pour les années qui viennent, à décider en 2020,
le transfert pour 2021 d'une partie du bloc social et en particulier de la crèche de Saint-Dié-des-Vosges. Et pour 2022, a décidé en 2021 le transfert des équipements sportifs, à discuter avec les maires concernés des communes qui assument des charges de centralité, notamment le maillage urbain qu'on a déjà identifié à Raon-l'Étape, à Senones, à Provenchères-et-Colroy, à Fraisse-Plainfin, à Saint-Dié-des-Vosges et à Corcieux. Pour le reste, ce budget donc, est un budget qui, sur le plan du fonctionnement, marque une certaine stabilité en recettes comme en dépenses. On y reviendra. Une stabilité puisqu'on prévoit en recettes 32,1 millions d'euros de recettes contre 31,7 cette année. C'est donc une augmentation de ces recettes de fonctionnement de seulement 400 000 euros environ et qui, il faut y insister, pour l'essentiel, sera due à la fiscalité et en particulier à la fiscalité entreprise qui est plutôt dynamique et dans la fiscalité entreprise, la CFE plutôt que la CVAE, puisqu'elle représentera une augmentation de 536 000 euros. Pour cette fiscalité, on bénéficiera également de la revalorisation des bases qui a finalement été décidée par le gouvernement à hauteur de 0,9% et qui apportera donc un mieux en matière de recettes de fonctionnement. En revanche, pour ce qui est des dotations, nous allons construire ce budget en comptant sur une baisse très significative, essentiellement due à la baisse de la dotation d'intercommunalité, puisque notre coefficient d'intégration fiscale, je vous le rappelle, est un des plus faibles de France. Nous sommes classés 177e sur 186 dans les communautés d'agglomération françaises au titre des compétences, du volume de compétences qui ont été transférées pour le moment. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous allons nous orienter vers une dynamique plus positive, parce que cette baisse de 250 000 euros de dotation, elle est essentiellement due à la décision que nous avions prise de faire une forme de pause il y a 2 ans en matière de transfert de compétences, puisque les effets se font sentir avec 2 ans de décalage. Donc les décisions que nous avons prises en 2019 en matière de transfert, qui sont effectives, je pense par exemple au transfert du spectacle vivant, ne produiront leurs effets pour l'optimisation du coefficient d'intégration fiscale et donc de la dotation d'intercommunalité qu'en 2021. De même pour le transfert, les 3 transferts que j'ai évoqués, l'école de dessin, la contribution pour la piscine et le service départemental d'incendie et de secours, ils ne produiront leurs effets que sur la dotation d'intercommunalité pour 2022, donc avec 2 ans de décalage. Et donc sur ce budget 2020, nous paierons le faible montant des transferts en 2018 à hauteur de près de 250 000 euros de réduction de dotation, ce qui explique la relative stabilité en recettes de fonctionnement, ce qui n'est jamais complètement une bonne nouvelle, avec une augmentation seulement de 400 000 euros pour l'année 2020. Il faudra donc être économe, sérieux et gérer ce budget, notamment en fonctionnement. Je le dis ici pour toutes les demandes de subventions qui peuvent émaner des associations et des structures les plus diverses, avec beaucoup de précautions. Je l'ai dit à la commission des associations, je le redis ici, et c'est vrai également sur l'évolution, bien sûr, de la masse salariale. En dépenses, ce sont 31,3 millions qui sont prévus à ce jour, avec comme principal effet de modification la baisse très sensible des atténuations de produits, c'est-à-dire des attributions de compensation, vous l'avez vu, qui vont passer à 25,7% de l'ensemble du budget. Vous vous souvenez que jusqu'à présent, nous disions toujours que nous avions un budget d'à peu près 31 millions d'euros, avec un budget réel de 18 millions. C'est un chiffre qu'on a souvent répété en disant que finalement, il y avait 13 millions qui repartaient en attribution de compensation. Le calcul que nous faisons aujourd'hui, un peu moins de 13 millions en fait, mais bon, disons 13 millions, c'est plus simple à retenir. Le calcul que nous faisons aujourd'hui pour cette année 2020, tenant compte d'ores et déjà de ces transferts de charges, fait apparaître des atténuations de produits seulement à hauteur d'environ 8 millions d'euros, soit une baisse en réalité d'un peu moins de 5 millions. C'est à peu près le montant du transfert que nous avons décidé pour 2020. Et donc ça se traduit par une plus grande sincérité budgétaire
du budget que nous votons. Pour le dire assez simplement, on était jusqu'à présent un budget réellement exécuté par nous de 18 millions. On passe à un budget réel et réellement exécuté de 23 millions sur les 31. Dans les autres effets, il y a sur les évolutions des charges de personnel le glissement vieillesse technicité avec ses effets de 2% et bien sûr les transferts de compétences qui expliquent une hausse de près de 750 000 euros sur ces charges de personnel. Pour autant, le budget que nous vous proposerons fait apparaître des charges de personnel qui représentent environ 37,1% des dépenses de fonctionnement, ce qui reste un bon ratio. Je vous rappelle qu'évidemment, quand on s'approche de 50, il y a des préoccupations à avoir. On reste très nettement en dessous. La stabilité en matière de recettes de fonctionnement explique aussi que nous partons sur des chiffres d'épargne de gestion qui sont assez modestes et donc sur un résultat budgétaire pour l'année 2020 qui sera un peu décevant, il faut le dire, qui en fait nous ramènera aux chiffres de 2016 que nous avions trouvé au moment de la fusion des différentes communautés de communes. En épargne de gestion, c'est exactement le même chiffre, vous avez dû le voir dans les comparaisons, 1,6 million d'euros en épargne de gestion dont nous prévoyons de pouvoir disposer à l'issue de l'exécution du budget 2020. Une épargne brute de 955 700 euros contre 618 654, donc meilleure qu'au moment de la fusion en 2016, et une épargne nette tout à fait comparable, légèrement supérieure, mais inférieure à 200 000 euros. Donc ce sont des chiffres qui montrent que, notamment en fonctionnement, en recettes, comme en dépenses, il faut très clairement essayer de se mobiliser pour accroître ces recettes et essayer de contenir ces dépenses dans les années qui viennent, et je le dis sur l'ensemble des raisonnements que nous pouvons tenir. On a parfois eu tendance, les uns et les autres, face à une trésorerie et notamment à des capacités d'investissement et donc à une faible dette qui était importante, à négliger cette réalité que l'exécution des budgets 2016 nous avait légué, en dehors de la plus-value liée à la création de l'agglomération, nous avait légué très peu d'excédents de fonctionnement. Donc au moment où nous avons été créés, si on retire ce que nous avons reçu comme bonus, il y avait en fait très peu de choses en excédent de fonctionnement. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation de sincérité avec la nécessité en fonctionnement de faire des économies pour pouvoir continuer à investir, alors même que nous restons proportionnellement très faiblement endettés. Je vous rappelle que la moyenne des communautés d'agglomération de notre strate, c'est 800 euros par habitant. Et même avec la réalisation du nouvel emprunt dont nous avons parlé, on serait très largement en dessous des 200 euros du côté de la communauté d'agglomération et légèrement supérieur à 100 euros, donc dans des ratios qui restent très positifs. Je vous rappelle aussi que le résultat de fonctionnement cumulé que nous espérons pour l'année 2019 sera d'environ 4,6 millions d'euros, ce qui permet quand même de voir les choses avec un peu plus de sérénité que je ne semblais le dire il y a quelques instants. Mais enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que ce budget est un budget sur lequel il va falloir être très vigilant, et notamment dans ce début de mandat, 2020-2021 sera un peu plus simple, mais 2020 sera une année clé pour rester dans les objectifs, notamment de stabilité fiscale ménage, que nous nous sommes donnés. En matière d'investissement, les projets sont pour une très large part des projets qui ont déjà été présentés dans les autorisations de programme, c'est-à-dire l'aménagement sur des zones d'activité à Senones, la création d'une matériothèque sur le pôle de l'éco-construction des Vosges, l'aménagement des pôles d'échanges multimodaux à Raon-l'Étape et à Saint-Dié-des-Vosges, l'aménagement, la création le déménagement de la maison de service au public de Bande-Laveline, les fonds de concours, bien sûr, la contribution au programme Habiter mieux et au déploiement de la fibre optique jusqu'à chez l'habitant, programme régional, mais dont je vous rappelle que la facture que nous avons à acquitter a été allégée par une contribution à hauteur de 70% sur notre partie du département des Vosges.
et bien sûr la poursuite de programmes très importants comme le programme de la boussole. Une des caractéristiques que nous aurons aussi, c'est la poursuite de la montée en puissance de l'investissement, puisqu'on est parti d'un niveau d'investissement réalisé en 2016 qui était légèrement supérieur à 3 millions d'euros, et nous prévoyons l'année prochaine d'être plutôt sur des montants équivalents à 11 millions d'euros. Donc il y a très clairement une montée en puissance des investissements à l'échelle de l'agglomération sur cette fin de mandat, mais qui correspond pour l'essentiel à des programmes qui étaient prévus, engagés ou qui font partie de nos compétences pleinement. S'agissant de la structure de la dette, vous le savez, on aura réalisation d'une dette, d'un emprunt de 4 millions d'euros à la fin de cette année, qui va nous permettre donc qui viendra abonder une trésorerie qui est d'à peu près 7 millions d'euros à l'heure où nous parlons, et qui nous permettra de voir venir en matière d'investissement de façon assez confortable pour l'année prochaine, sachant, et ça mérite d'être précisé, qu'en matière de recettes d'investissement, d'autres recettes, je pense notamment aux subventions qu'on peut percevoir, nous avons déjà perçu une partie significative de ces subventions sur certaines des grandes opérations que j'ai déjà détaillées. Je pense notamment à la boussole, pour laquelle déjà la quasi-totalité des 5,1 millions d'euros que l'État s'était engagé à verser au titre de la Direction régionale des affaires culturelles ont d'ores et déjà été versés. S'agissant quand même de la structure de la dette, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est globalement sûre, puisqu'on est en quasi-totalité sur des taux fixes, et que pour ce qui est de la dette que nous allons réaliser, donc de l'emprunt de 4 millions d'euros à la fin de cette année, nous empruntons un taux de 0,70%, ce qui est favorable et ce qui témoigne aussi de la confiance des différents partenaires, et en particulier bancaires, dans la santé financière de l'agglomération, même si ce budget devra nous amener à, je le disais, à essayer, si nous voulons rester dans nos objectifs, notamment de stabilité fiscale, à faire preuve d'une certaine modération. Donc une année qui n'est pas une année de transition du point de vue des investissements, mais qui, sur le fonctionnement, doit être une année qui sera plutôt une année de transition avant des effets qui seront plus positifs sur le budget 2021 à discuter en 2020. Voilà, mes chers collègues, le débat est ouvert. Qui souhaite prendre la parole? Monsieur Mathis, cher William. J'ai regardé dans ta direction très spontanément. Je ne sais pas pourquoi, mais puisqu'on a déjà échangé à la commission des finances. Quelques remarques. Tout d'abord, vous connaissez, Monsieur le Président, ma position sur l'intégration pour l'intégration ou l'intégration uniquement pour du CIF. Bon, je n'y reviens pas, on l'a déjà développé, mais j'ai enseigné pendant un certain nombre d'années. Et je trouve que la pédagogie est un art de la répétition. L'art de la répétition pour inculquer ou inculper, comme disait un certain nombre de personnes qui se trompaient sur la terminologie. Voilà. Ensuite, notre endettement est, disons, réputé faible. Je le trouve surtout raisonnable. Alors, raisonnable, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement qu'il est en rapport avec une épargne. Et l'épargne n'étant pas extraordinaire, on ne voit pas comment on pourrait s'endetter plus fortement. Parce que c'est vrai que c'est deux données qui sont intimement liées, l'épargne et l'endettement. Alors donc, oui, l'endettement semble raisonnable, mais l'épargne est faible, donc prudence est reine des vertus. Troisième point, nous allons, alors là ça n'a rien à voir avec notre décision, nous allons être soumis à la suppression progressive de la taxe d'habitation, avec la perte de ce levier fiscal dans sa dimension décisionnelle, puisque nous ne serons plus maîtres de la décision. On pourrait très bien, avec l'ancien système, dire ben oui, on va solliciter un peu plus les ménages à travers la taxe d'habitation parce qu'on a pour des services, etc. Là, ce ne sera plus le cas. Remplacé, dit-on, par un impôt dynamique qu'est une part de la TVA,
Et je veux bien, mais cet impôt, il est dynamique jusqu'à présent. Il suffit d'une période de 2008, une période de récession longue et plongeante, pour faire en sorte que cette rentrée fiscale ne soit plus dynamique du tout. Et enfin, le dernier point, faisons attention à l'endettement parce que le taux d'intérêt n'est pas cher, parce que l'argent n'est pas cher. Ça peut être une incitation. Évidemment que quand on a besoin d'emprunter, autant le faire dans les limites du raisonnable au moment où l'argent n'est pas cher, mais s'endetter parce que ce n'est pas cher est une spirale infernale. Voilà. Je partage à 100% ce que tu as dit. Je me souviens d'avoir dit ici, en parlant de grosses opérations d'investissement qui étaient annoncées dans notre PPI, qu'il devait nécessairement être tuilé et phasé et ne pas commencer à un moment où on serait encore en train de lancer d'autres grosses opérations. Et je partage toujours ce constat, notamment sur ce que tu indiques à fort juste titre du rapport entre l'épargne de gestion et le niveau d'endettement. Pour ce qui est de la substitution d'une fraction de TVA à la taxe d'habitation, d'abord, précisons bien que le sujet, je l'ai dit tout à l'heure, mais n'est pas le même pour les intercommunalités que pour les communes. Les communes avaient des raisons très légitimes d'être inquiètes parce que pour elles, la taxe d'habitation représente une recette fiscale très significative. Je ne l'apprends à personne ici. Et donc, c'est la raison pour laquelle le choix a été fait de leur donner une recette qui, dans sa nature, même si elle ne repose que sur les propriétaires, mais dans sa nature en tout cas, et dans la capacité à décider des taux, est comparable. Donc il y a un aspect de réassurance. Et effectivement, j'avais dit que la mesure de cette réforme serait prise aussi sur la capacité à faire varier, c'est-à-dire sur la souveraineté, en fin de compte, enfin, on ne va pas utiliser ce terme pour des collectivités, mais sur l'autonomie fiscale des collectivités. Comme je le disais, les communes restent aujourd'hui, les collectivités, le bloc communal reste la structure qui a la plus grande autonomie fiscale en France et de très très loin, beaucoup plus que les départements. Et les départements en ont encore aujourd'hui plus que la région, qui n'a une autonomie fiscale que de 6%, je rappelle. À part le cheval vapeur sur les cartes grises et un petit bout de TICPE, la région, du point de vue de ses recettes fiscales, elle ne décide pas de grand-chose. Elles lui sont imposées. Donc c'est vrai qu'on a une forme de perte d'autonomie fiscale pour les intercommunalités et pour les départements, c'est très net. Pour autant, la recette dynamique, la remarque que tu fais, elle peut être faite aussi bien sur les taxes foncières et même sur la CFE ou la CVAE. Évidemment que la CFE, la CVAE, elle varie, notamment la CVAE, en fonction de l'activité économique effective du territoire, et qu'en cas de crise en 2008, tout le monde a vu ses taxes entreprises baisser et de façon très significative. Donc ça mérite d'être reprécisé, mais le fait d'avoir une recette dynamique, c'est quand même plutôt rassurant, hein, et il faut le dire. On ne sera pas dans le schéma, il faut quand même insister là-dessus. Quand les grandes lois de décentralisation ont été votées au début des années 80, ce qui a été consenti et donné à ceux qui bénéficiaient de cette décentralisation, qui assumaient des compétences nouvelles en matière de recettes pour pouvoir les financer, c'était des dotations fixées, alors pas une fois pour toutes, mais des dotations dont le montant global, la somme, pouvait être 5 ans après, 10 ans après ou 20 ans après, en fonction des opportunités financières de tel ou tel gouvernement modulées. Je rappelle quand même que, à tous les collègues présents, j'aime bien le rappeler, mais je le fais avec plaisir, donc, que la dotation générale de fonctionnement, par exemple, n'est pas quelque chose qui a existé de toute éternité. Ça n'est pas une dotation de solidarité vis-à-vis des communes. Je parle bien de la DGF. C'est quelque chose qui vient en compensation de compétences que vous n'exerciez pas il y a 40 ans et que, je vais très loin, et qu'on exerce aujourd'hui. Par exemple, l'entretien des bâtiments des écoles, qui nous a été transmis comme charge par l'État
dans les grandes lois de décentralisation, et enfin en face desquelles sont venues des dotations, ce qui est évidemment moins bien que de la fiscalité. Ça, il faut quand même le rappeler. C'est un simple principe de précision et d'honnêteté. Voilà. Mais pour le reste, je partage tes constats, donc j'ai pas tellement de... Et je l'ai dit d'ailleurs en commission des finances, donc j'ai pas tellement de remarques complémentaires à faire. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas, donc nous prenons acte du rapport d'orientation budgétaire. Vous savez qu'il n'y a pas de vote, et il y en a en revanche sur le vote du budget qui interviendra dans quelques semaines.